Et en voir de toutes les couleurs. Car je me faisais balader tout le temps, comme un écologiste au gouvernement. Je regardais ailleurs et toi tu rouvrais des dossiers que pourtant je croyais classés. Peut-être juste voulu creuser. En On fait, riait de moi, mais mon temps tempéramment, comme un écologiste au gouvernement, me poussait à rester même humilié. Et notamment, je crois qu'approchait une période d'élection. La résilience, c'est ce qui va ça nous se tirait permettre dans les pattes, de gérer des balles dans tous les collectivement sens, et à un moment donné, des ruptures de continuité en fait, majeures. j'aime pas et forcément potentiellement adhérer à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça, c'est ce qui va nous donner une chance. Et éventuellement, si Mais je c'était ne quoi pas comme à chaque discours ou l'information, Tu m'appelles je préfère ne pas vraiment y adhérer. je paye de la Que j'apprécie ou pas, je me dis pour que faire semblant d'y croire. Moi, la négligeable quantité, Non, mais c'est je servais juste de faire valoir. Je ne te croyais à un pas, moment mais donné, je on pourrait faisais semblant. parce que Et Comme un partant de écologiste là, au gouvernement. quand il y a quelque chose Bien qui que j'ai t'intéresse conscience d'être vraiment, mené en bateau, l'état capacité de vivant, déconnecter sur la photo. les choix économiques, Entre nous, le climat se déréglait et en fait, vraiment. on produit Mais une sorte tu de me création répétais, monétaire. on est en marche maintenant. Je voulais me calmer, mais j'entendais beaucoup. Ok, trop bonsoir. fort. J'ai le plaisir d'échanger ce soir avec Jean-Pierre Mousset. Bonsoir Jean-Pierre. Et Philippe Huyard. Bonsoir Philippe. Et donc moi je suis Jean-Christophe, Anna, et j'ai cette extraordinaire chance, grâce à Michel Marie qui m'a invité, de participer à des échanges tous les soirs de cette semaine, dans le cadre de la Fête des Possibles, qui se tient un petit peu dans la région. Voilà, allons-y. Toi, Jean-Pierre, raconte-nous un petit peu ce que tu fais au Treuil. Quel est ton rôle? Quelles sont les missions du Treuil? Le Treuil, c'est un projet qui s'est mis sur les rails fin 2017, 2018, donc à la demande, sur la proposition plus exactement, de plusieurs organisations agricoles qui avaient la possibilité éventuellement d'acheter une ancienne ferme qui n'avait plus d'activité depuis 30 à 40 ans, et pour en faire ce qu'ils appelaient un lieu emblématique. Et ils ont invité des tas d'associations, Terre de Liens, les AMAP et bien d'autres, à la Maison de la Semence, et j'en oublie beaucoup, en disant on ne peut pas faire ça tout seul, les paysannes et les paysans ne peuvent pas faire ça tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le monde citoyen, citadin ou rural, mais qui n'est pas impliqué dans l'agriculture, puisse participer à cette folie, quoi, finalement. On est parti vraiment d'une page blanche, on s'est retrouvé 80 un soir dans l'ancienne écurie avec un bloc électrogène et une soupe de courge, et puis voilà, on nous a présenté l'idée, et puis en disant qu'est-ce que vous en pensez, on y va ou pas? On a tous été assez bêtes pour dire ouais, c'est sûrement intéressant, donc on y est allé. Mais après, il a fallu très rapidement se dire, oui, on y va, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc très rapidement, début janvier 2018, on a commencé à avoir des groupes de travail, paysans, non paysans, pour réfléchir à ce que pourrait être ce futur projet du Treuil. Donc très rapidement, on a créé une association, au 1901, donc en 2018, et on a créé à l'époque une société civile immobilière qui avait pour objectif d'acheter l'ancienne ferme, et uniquement avec des fonds citoyens. Donc voilà, ça c'est une particularité du Treuil. On n'a pas eu un rond d'argent public, et on a levé dans la foulée, au bout de 2-3 ans, on a levé plus de 130 000 € pour acheter une ancienne ferme, et maintenant la rénover. Et Philippe, qui est ici, fait partie des nombreux bénévoles qui, tous les mardis, viennent faire un travail remarquable d'aménagement. Donc voilà. Quelles sont les missions alors du Treuil? Les missions, précisément. ouais, les trois thèmes du Treuil, c'est vraiment la transition. Alors, je sais que maintenant on remet un petit peu en cause la notion de transition et on peut en parler, mais en tout cas à l'époque ça avait encore du sens de dire il faut vraiment porter une volonté de faire une transition dans l'agriculture, c'est-à-dire passer d'un modèle industriel mortifère à une agriculture paysanne, des petites fermes bio pour un certain nombre, mais pas toutes, d'agriculture paysanne. Donc ça c'est vraiment le premier pivot de notre action. Le deuxième pied de notre action, c'est vraiment tout ce qui touche l'alimentation. C'est pour ça qu'il y avait notamment pas mal d'AMAP, mais pas que. Il y a une plateforme stéphanoise. Et dès le début, le troisième pilier, le troisième pivot, ça a été l'environnement, en disant si on bouge les lignes sur le modèle agricole, si on bouge les lignes sur une alimentation responsable, automatiquement on prendra
beaucoup plus soin de l'environnement et de la biodiversité. Donc voilà les 3 éléments fondateurs de l'association Les Amis du Treuil. D'accord. Est-ce que tu peux préciser ce qui caractérise l'agriculture paysanne par rapport à l'agriculture industrielle, justement ? D'abord, ce sont des petites fermes, donc ce ne sont pas... l'agriculture industrielle se caractérise par un agrandissement de plus en plus démesuré de structures, avec très très peu de salariés. Il y a des gros tracteurs, il y aura bientôt des drones et autres, voilà, des produits chimiques, des engrais à tout va. Donc il peut y avoir des grandes fermes qui peuvent avoir dans certaines régions 100, 150 hectares, on en connaît de près de 1000 hectares, ce sont des vraies usines. Donc l'agriculture paysanne, le modèle est complètement différent. Ce sont des petites fermes dans lesquelles il va y avoir donc souvent une polyculture, c'est-à-dire il n'y a pas une spécialisation de la production, mais on va conserver l'idée de produire plusieurs produits. Par exemple, traditionnellement, il pouvait y avoir quelques animaux. Les animaux vont produire du fumier qui va permettre d'amender les sols pour produire des légumes, des fruits. Voilà, c'est tout un ensemble, donc ça doit te parler, tout un ensemble, tout un lien vertueux qui fait que dans une petite structure, avec en polyculture, il peut y avoir vraiment un modèle qui va permettre de fonctionner totalement différemment que dans une ferme industrielle. Et puis accessoirement, et c'est important, les statistiques montrent que les petites fermes en agriculture paysanne créent 4 à 5 fois plus d'emplois que dans les fermes industrielles. Donc l'objectif n'est pas de faire partir les gens, mais au contraire de relancer de l'emploi, soit des paysans, soit des salariés. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à tout un travail pendant 2 ans sur le salariat agricole, qui est un peu un angle mort. Donc voilà. Alors un point aussi qu'on peut souligner, c'est que les fermes, donc par exemple ça existe beaucoup dans notre région, les fermes en agriculture paysanne vont souvent être beaucoup plus autonomes dans le sens où elles vont valoriser leur production plutôt que les vendre à des coopératives. Elles vont souvent, pas toutes, mais elles vont souvent faire de la vente à la ferme, de la vente en direct sur les marchés ou dans des magasins de producteurs. Maintenant il y a de plus en plus dans les villes des organisations de ce type-là. Et ça permet tout simplement aux paysannes et paysans de garder la valeur ajoutée pour eux, et non pas la remettre à des intermédiaires qui vont s'engraisser au passage, et les paysans, in fine, étant vraiment en gros, les variables d'ajustement de l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Et est-ce qu'on trouve justement aussi dans ces petites unités, parce qu'on ne parle pas forcément d'exploitation quand on est paysan, on n'aime pas trop ce terme, clairement. Est-ce qu'il y a des pratiques telles la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, les forêts-jardins, enfin, ce sont des choses il peut y en avoir. Dans la Loire, je n'en connais pas, mais il y a quand même des lieux, effectivement, où il y a des systèmes hybrides qui commencent, mais je veux dire, on n'en a pas une ribambelle dans le département de la Loire. On a une caractéristique dans la Loire, c'est qu'il y a le grand site d'urbanisation, c'est Saint-Étienne, le bas de la Loire, le sud de la Loire, et il y a toute une ceinture de fermes qui sont à proximité, et donc ces fermes vendent beaucoup en direct. Et ça, c'est une caractéristique dans notre département. Plus de 30% des fermes vendent en partie en direct, alors qu'il y a d'autres régions de France, c'est 2-3%, voire dans certaines hyper industrialisées, il n'y en a pas, quoi. Donc on vend qu'il y a des coopératives qui vont faire ce que l'on appelle les circuits longs. Alors que là, dans l'agriculture paysanne, on est plus adepte des circuits courts. Bien sûr. C'est-à-dire aller vers les consommateurs. Dans une logique d'AMAP aussi par exemple, oui, c'est tout à fait. On a beaucoup de paysans dans nos AMAP, mais pas uniquement. Il y a beaucoup de marchés. Saint-Étienne est une ville populaire, beaucoup de marchés, beaucoup de gens, y compris de milieux très modestes, ont l'habitude d'acheter sur les marchés. Marché de producteurs. Et pas de redistribution. Ou des marchés où il y a une section de paysans, et puis il peut y avoir aussi des vendeurs qui vont vendre des légumes qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, ou des fruits ou autres, bien sûr. Ok, alors quels sont les enjeux aujourd'hui ? Parce qu'on évoquait juste avant de commencer cet échange, à la fois la désertion un petit peu en termes le déclin, on va dire, de l'agriculture paysanne, le fait qu'on a des fermes qui ferment, et tu pourras citer quelques chiffres intéressants qui m'ont interloqué tout à l'heure, et puis aussi les manques pour les prochaines années. Comment tu vois évoluer le paysage justement de la paysannerie, de l'agriculture en France ? Quels sont les besoins auxquels nous allons devoir faire face demain ?
Alors, la situation, elle n'est pas géniale. Je crois qu'il faut être très très clair là-dessus. L'organisation du foncier agricole fait que c'est quand même pris en main par les chambres d'agriculture qui sont sur le modèle industriel, les SAFER qui sont aussi qui fonctionnent un petit peu dans le même esprit que depuis les années 60, avec le fait que les petites fermes doivent disparaître et les fermes s'agrandir et s'industrialiser. Et le gros problème, y compris pour les porteurs de projets agricoles, c'est vraiment l'accès au foncier. Et là, c'est un vrai gros problème. C'est très difficile. Il y a des gens qui se forment en France. Alors, je dis des jeunes, c'est pas uniquement des jeunes, c'est des gens qui mutent aussi. On a vu à Terre de Liens, des pilotes d'avion, des banquiers ou autres, qui viennent, qui décident, qui ne trouvent plus de sens à ce genre de métier et qui viennent, par exemple, dans des fermes. Mais on a un certain nombre de gens qui se forment sur des projets agricoles. Simplement, certains abandonnent parce qu'ils ne trouvent pas de terre pour s'installer. Donc là, il y a une vraie mainmise, une difficulté. Donc voilà, il faut arriver... D'où l'intérêt de projets comme celui de Terre de Liens qui permet aussi d'accéder et d'acheter dans certains cas. Mais à la source, il faudrait d'abord remettre en cause le modèle avec la place des mairies. Souvent, les mairies, y compris les mairies moyennes, les grandes, ont des postes dans les SAFER qui gèrent, qui attribuent les fermes quand il y a un changement d'utilisateur, de fermier ou de propriétaire. Et les mairies, souvent, ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment laissé au monde agricole, les chambres d'agriculture, les syndicats majoritaires. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un vrai enjeu à ce que les élus, dont certains commencent à s'interroger là-dessus, puissent prendre en main ce problème à bras-le-corps pour permettre que des nouveaux installés puissent savoir ce qu'il faut pour travailler. Et alors tu évoquais justement ce chiffre assez incroyable du nombre de fermes qui ferment toutes les heures. Toutes les heures. Les chiffres du ministère sur les 10 dernières années ont mis en avant qu'en moyenne, toutes les heures, il y a une ferme qui disparaît définitivement. Plus, ce qui va se rajouter, c'est que pratiquement dans les 5 à 8 ans, on a 50% des paysannes et paysans qui vont partir à la retraite. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de repreneurs derrière parce que le travail le salariat agricole ou le travail agricole n'est pas... il n'est pas coté à l'Argus dans l'opinion publique. C'est plutôt un repoussoir alors que à l'avenir, il va falloir recréer des lieux de culture pour nourrir les habitants. Par exemple, dans la Loire, on produit 10% de nos légumes. Voilà, donc ça veut dire qu'on manque de 90% qui viennent d'ailleurs, mais par contre, on élève des vaches, on produit du lait qui vont partir en Italie. Donc chercher des ça, c'est le délire absolu du monde actuel, où alors on sait en France, alors moi j'ai beaucoup lu et entendu, je connais personnellement Stéphane Linou, qui est une personne qui a beaucoup milité, qui est un ancien élu de Castelnaudary et qui s'est présenté aussi comme le premier locavore français, qui a promu les circuits courts et le fait évidemment de ne s'alimenter qu'à partir de ce qui était produit localement. Et lui, effectivement, démontre qu'aujourd'hui, après avoir fait une grande étude sur la résilience alimentaire, qui est un enjeu absolument politique et stratégique aujourd'hui, sur lequel les institutions ne s'engagent pas réellement aujourd'hui. On ne sait pas trop. Tout le monde se rejette la responsabilité, alors qu'elle appartient, justement, c'est l'un des rôles premiers d'un maire, de s'occuper de la sécurité alimentaire de ses habitants. Et aujourd'hui, la résilience alimentaire moyenne des communes en France est de l'ordre de 2%. C'est complètement délirant. C'est-à-dire que généralement, ce qui est produit autour d'une commune s'en va loin, et ce qui est consommé localement vient de loin. C'est toute l'hérésie du système actuel. Donc ça, tu t'y retrouves complètement dans ce que tu observes aujourd'hui. La métropole de Saint-Étienne, les chiffres officiels, c'est 1,7% en 72. Donc, je veux dire, pourtant, la métropole, la Loire, je le disais tout à l'heure, a encore un réseau très dense de petites fermes, mais ça n'empêche pas que l'autonomie alimentaire est de moins de 2%, comme la plupart, comme les 100 plus grandes aires urbaines de France. Il y en a certaines, une ou deux, qui vont jusqu'à 6 ou 7, mais c'est très ponctuel. C'est très ponctuel, ouais. Moi j'avais entendu, alors je crois que c'est aujourd'hui connu et une notoriété publique, mais qu'il y a autant de tomates qui sortent des Pays-Bas que de tomates qui rentrent aux Pays-Bas.
C'est complètement fou. On est dans ce monde-là. C'est ces images. Je ne sais pas si tu veux réagir, Philippe. Il y a des images qui sont frappantes. Effectivement, on voit qu'on marche sur la tête. C'est sûr que le modèle agricole est extrêmement dangereux pour plein d'aspects. Je parlais tout à l'heure, j'étais en train d'entendre l'importance des vers de terre. Voilà. La terre, elle est extrêmement importante s'il y a de qualité, mais il y a beaucoup de sols qui sont morts. Moi, j'ai eu l'occasion de me promener dans les territoires où des gens me disaient, par exemple dans les Vosges, quand on se promène dans les Vosges, on a des très grandes parcelles qui sont immenses et qui sont la cause des inondations à Charleville. Parce que l'eau qui va ruisseler dans les Vosges ne va pas s'infiltrer dans les sols qui sont pauvres, c'est du béton quand c'est sec, et il y a une inondation à Charleville, on se demande pourquoi. Parce qu'on a détruit les sols, et la question de l'eau qui est fondamentale, il faut la revoir complètement, parce qu'aussi les systèmes agricoles, c'était on draine, on assèche, etc. Et puis on met tout ce qu'il faut pour que ça marche avec des sols qui sont plus des sols, c'est plus des sols vivants. Ça, c'est extrêmement important, et c'est un changement complet de modèle qui c'est Hubert Reeves, le grand astrophysicien, qui se bat justement pour les vers de terre. C'est l'un de ces thématiques qu'il a embrassées. C'est vrai que les vers de terre, alors sans le citer mot pour mot, mais il disait c'est pas aussi sexy que les abeilles ou que d'autres espèces que l'on l'ours blanc polaire, enfin que l'on aime bien mettre en avant quand on parle d'effondrement du vivant. Or le ver de terre, c'est quand même lui qui permet au sol justement d'être vivant, comme tu l'as dit, de créer cette galerie, de permettre au sol de bien récupérer l'eau et non pas de la laisser s'en aller, parce que clairement on commence à en parler quand même un peu plus, mais c'est vrai que très souvent on a aujourd'hui des sécheresses qui sont de plus en plus longues, de plus en plus prématurées dans l'année, et il a beau pleuvoir à un moment donné de manière quelquefois malheureusement trop importante d'un coup, mais comme l'eau ne rentre plus dans le sol, comme tu le disais à l'instant, elle s'évacue ailleurs. Ça, c'est un grand problème. Ouais. Elle ruisselle, elle emmène les terres, elle fait des dégâts. Donc on en est là aujourd'hui. Alors l'eau, est-ce que on en a parlé quand même là les derniers mois? Enfin, on commence à parler de l'eau. On va en parler encore parce bien que sûr, avant c'était crucial. Tellement simple. On ouvre le robinet, l'eau coulait, il y en avait plein. Là, on s'est aperçu dans des communes qu'on faisait ce qu'on appelle du citernage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau potable. Il y a des camions qui viennent apporter de l'eau. Des gens d'une génération assez récente n'auraient jamais imaginé ça. Il y a longtemps, on le savait que l'eau c'était un petit peu rare, mais on l'a complètement oublié. Et maintenant, comme elle est plus rare, comme il y a des usages qui sont très nocifs pour l'eau aussi, il y a des problèmes de santé qui se posent derrière, on va avoir d'énormes problèmes. Et le champ d'agriculture est aussi un des très gros consommateurs au moment où on en a beaucoup besoin. Attention, beaucoup de respect pour les agriculteurs, parce qu'ils ne sont pas là, on ne mange pas, mais on ne mange pas n'importe quoi non plus. Mais il faut quand même vraiment revoir le modèle, parce que de toute façon, on ne pourra pas. On ne va pas fabriquer de l'eau, il faut la laisser rentrer dans le sol, il faut la laisser venir. Et effectivement, par rapport au modèle agricole, il faut avoir une autre approche pour pouvoir garantir une agriculture durable dans la décennie à venir. Ce n'est pas à échéance de 30 ans, c'est dans les 2-3 années qui viennent qu'il va falloir fortement changer. Alors est-ce qu'on en prend le chemin? C'est difficile à dire, mais c'est une nécessité. Donc revoir le mode d'usage de l'eau. L'eau, c'est à la fois crucial, c'est tout simplement vital. Sans eau, il n'y a pas de vie. Moi, je me souviens qu'à l'été, je crois que c'était l'été 2020, il y avait, ça a fait grand bruit à l'époque, une dizaine de communes en Corrèze qui avaient été justement approvisionnées par camions-citernes. L'an dernier, c'était plusieurs centaines de communes en France. Je ne sais plus si c'est pas 600 ou 700 communes qui, à un moment donné, n'avaient plus d'eau au robinet. Et là, on ne parle pas d'un pays africain, on ne parle pas du Cap en Afrique du Sud, on parle de communes françaises dans un pays soi-disant développé, riche, et on a pu l'observer les derniers mois, enfin depuis le début de l'année 2023, avec effectivement les nappes en souffrance, les cours d'eau de plus en plus bas, des barrages qui ne peuvent plus fonctionner. Enfin, c'est incroyable. Et, voilà. puis les méga-bassines. Alors ça, c'est un grand enjeu, sur évidemment. Ce modèle-là, justement. De même qu'on a une agriculture qui est très consommatrice de ressources et d'engrais et de tout un tas de machines. Pour l'eau, on croit aussi qu'on va pouvoir faire pareil, alors que ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer l'eau comme une ressource qu'on aurait comme ça, qu'on met d'un côté, etc. Il faut regarder la nature. L'eau, elle est extrêmement présente, mais on l'oublie. Ce n'est pas dans les rivières, c'est dans les zones humides qu'elle est présente. Alors avant, on a changé de principe. Avant, assécher des marais, c'était une grosse avancée. En fait, on s'aperçoit que non, il faut regarder. Alors évidemment, des marais, il n'en faut pas trop, mais toutes les zones humides, ce sont des richesses. Il faut les protéger parce que ça filtre l'eau, ça la conserve. Et pour le moment, on s'aperçoit que d'autres solutions très technologiques payées avec de l'argent public, pensent résoudre le problème. Alors en fait, elles vont déplacer d'1 an ou 2 ou 3 le problème, mais le problème de l'eau, il va être extrêmement important dans la décennie à venir en France. Je crois qu'on est sur des projets avec évidemment
notre ami Emmanuel Macron et son gouvernement sur une agriculture de plus en plus technologique. Effectivement, tu parlais de drones, on imagine les drones remplacer les abeilles, on imagine aujourd'hui de folies. Alors, les méga-bassines, est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Parce que moi, je me suis bien renseigné sur le sujet, mais je sais que ce n'est pas encore forcément bien maîtrisé par tout le monde, bien appréhendé ce sujet-là. Comment ça a commencé ? Pourquoi ces méga-bassines ? Quels problèmes posent-elles ? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu peux te prononcer ? On a eu des informations qui ont été largement partagées avec les endroits où ça a été le plus criant. Au-delà des affrontements qui ont lieu à Sainte-Soline, on s'est aperçu qu'un territoire qui avait des variations importantes de niveau d'eau, avec un moment où en hiver, l'eau était présente à beaucoup d'endroits, où il y avait plein de sources, on a asséché par des pompages. Et puis après, quand on a beaucoup asséché, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas assez, et on a cru qu'en perçant plus profond et en mettant l'eau dans des grands bacs, on allait pouvoir la garder en hiver et puis l'utiliser après. Or, déjà, il y a d'énormes travaux à faire et pomper. C'est une eau qui n'est pas forcément disponible tout le temps. Donc déjà, remplir cette bassine, forcément, on n'y arrive pas tout le temps. Et puis après, la pomper, pourquoi faire ? Si c'est pour la faire s'évaporer avec des arrosages, comme on le voit avec tout un tas de systèmes, c'est un système qui est condamné, d'une part parce qu'il demande énormément de moyens et on peut se poser la question sur ces moyens, et puis sur même la capacité à remplir et sur la qualité de l'eau. Il y a une évaporation extrêmement importante entre le vent, d'une part, et la température, ça va s'évaporer, on va perdre beaucoup d'eau. C'est comme s'il n'avait pas envisagé et après, ça. Alors là, il faut être je pense que c'est que l'évapotranspiration. Non, mais c'est complètement dingue. Et puis, on nous a et puis les bactéries aussi, le développement de bactéries. Et les sources d'information, souvent, on nous a biaisé un petit peu parce qu'on a donné, par exemple, des arguments qui semblent être scientifiques quand on annonce Bureau de recherche géologique et minière, c'est une étude. Mais quand on regarde l'étude qui a 10 ans, elle est périmée. Il faudrait voir quelles sont les études récentes pour dire quelles sont nos conditions et s'adapter aux conditions présentes qui ont radicalement changé dans une décennie. Donc ça aussi, c'était un petit peu spécieux comme argument, dire les scientifiques nous appuient. Non, les scientifiques, on a délibérément piocher ce qui nous intéressait dans certaines données, et souvent les gens avancent des données chiffrées en disant voilà, etc., on a les données. Non, regardons la nature, et effectivement, ça prend un peu de temps, il faut laisser la nature se régénérer, il faut laisser l'eau rentrer dans le sol, c'est là qu'elle doit rester, et ralentir son écoulement. On a changé complètement de processus. L'idée avant, c'était renvoyer le plus vite possible l'eau dans la rivière. Effectivement, c'est ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Il faut la laisser rentrer doucement dans le sol, il faut la garder, parce qu'un sol humide va amener une variation de température moins grande, va amener une conservation possible et va éviter des catastrophes liées à ce qui vient d'être dit là sur les épisodes orageux. Quand il tombe 200 mm d'eau en 24 heures ou en 36 heures, c'est un tiers de ce qui tombe dans l'année. Cette eau, elle ruisselle. Si on a mis un petit peu comme des éponges déjà humides, l'éponge va se gonfler et elle va le retenir. Si on a des sols qui sont extrêmement secs, ça glisse comme sur une dalle de béton et on a des catastrophes. Donc ce modèle et cette gestion de l'eau, elle est complètement à revoir. Alors certains ont commencé à comprendre un petit peu, il y a d'autres solutions, mais c'est aussi tout le paysage agricole qu'il faut revoir. On avait enlevé les arbres, on avait enlevé les haies, et ça c'est terrible pour le monde agricole parce que les haies brisaient le vent. Elles faisaient rentrer l'eau dans le sol plus vite. Ça c'était un processus et on s'est vanté de dire le remembrement, on a changé les parcelles, on a agrandi les parcelles, c'est une erreur. Donc revenir brusquement à des parcelles de toute petite taille, ça va être très difficile, mais il faut ramener tout ce qui relevait du bon sens paysan, dans le bon sens du terme. On l'a complètement, on est passé à côté. Il faut ramener des arbres dans les champs pour que les vaches se mettent à l'ombre à un moment donné, parce qu'elles aussi, elles sont comme nous, elles souffrent de la chaleur. Bien sûr. Donc si on a une chaleur importante, si les vaches sont au pré, s'il n'y a pas d'arbres du tout, on aura des problèmes avec l'élevage. Et alors pour compléter ce que tu viens de dire, et merci pour toutes ces précisions, il y a la question de l'accaparement de l'eau. Enfin, c'est quand même un bien commun, l'eau. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, autorise quelques agriculteurs industriels à s'accaparer l'eau et à en priver, finalement, les agriculteurs paysans qui sont autour, qui, eux, ne peuvent plus pomper l'été s'ils en ont besoin, parce que c'est interdit de pomper l'été quand on est en sécheresse, alors qu'il y a ces méga-bassines à ciel ouvert qui, elles, permettent encore d'arroser quelques méga exploitations. C'est incroyable. Comment on en est arrivé là, en fait? Alors, c'est la FNSEA. C'est qu'il y a aussi d'autres projets pas très loin de chez nous, dans la région de Clermont, avec le maïs, l'imagrin, etc. Des très gros producteurs de semences pour du maïs qui n'est pas la consommation première de tout un chacun. Donc il y a encore d'autres projets. Alors on en est arrivé là parce qu'effectivement, on est dans la logique que décrivait Jean-Pierre, d'accroissement. Il faut faire plus grand, il faut plus de matériel. Quand on a un enrouleur, il faut l'utiliser.
pompes, etc. Et puis quand on peut se payer une pompe, on la fait. Quand on peut forer, on fore plus profond. Mais il faut bien comprendre que si on fort profondément, on va descendre aussi le niveau des nappes qui était un peu plus haut. Si on fait un trou au fond de la citerne, tout ce qui était au-dessus va descendre et on perd toute une ressource. Donc cette ressource-là, effectivement, on peut se dire, mais l'eau, elle est à qui ? C'est pas parce que j'ai une pompe que je peux la pomper, c'est un bien commun. Est-ce que j'ai, par les moyens technologiques, le droit de m'approprier l'eau ? Beaucoup de gens pensent non, moi j'en fais partie, parce que cette eau, il faut la consommer avec modération et elle appartient à tout le monde. C'est pas parce qu'on a les moyens technologiques et physiques de faire d'immenses bassines de plusieurs hectares avec des films qui empêchent l'eau de s'infiltrer. Il faut au contraire gérer au mieux les ressources et puis surtout adapter nos cultures. Il y a des cultures qu'il va falloir... Et aujourd'hui, on prend plutôt un chemin qui tend à multiplier ces grandes bassines plutôt qu'à les limiter. En même temps, les paysans, y compris du modèle qu'on met en avant, nous rappellent, et à juste titre, l'agriculture ne peut pas vivre sans eau. Donc ça, c'est une réalité. Donc les excès, c'est une chose, mais là, il faut effectivement avoir de l'eau pour arroser les cultures, y compris les bêtes, l'abreuvement du bétail. Donc voilà, il faut quand même avoir ça, mais il y a aussi des modèles dans notre région. On a quand même des petites montagnes, des collines hautes. Il y a ce qu'on appelle les retenues collinaires, c'est pour les bassines, mais c'est l'eau de ruissellement, les petites sources qui sont captées. Ça se fait depuis très très longtemps, et c'est au niveau d'une ferme. Il n'y a pas un accaparement. C'est vraiment un modèle qui reste à élargir, parce qu'avec le réchauffement climatique, il va falloir quand même assurer de plus d'eau. Mais voilà, le problème... Je voulais donner l'exemple de la plaine de l'Alsace. J'étais allé il n'y a pas très très longtemps. C'est bien, vous parlez des Vosges, de l'Alsace. Moi, je suis strasbourgeois, donc j'apprends plein de choses. Alors, dans la plaine, on nous expliquait que dans la plaine de l'Alsace, la plaine, donc c'est assez plat, ils pompent en permanence de l'eau avec des pompes, et la nappe phréatique a tellement baissé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était entre 60 et 80% des petits ruisseaux, des tout petits cours d'eau qui étaient à sec, tout simplement parce que l'eau de la nappe phréatique avait tellement baissé qu'il n'y avait plus l'eau qui pouvait alimenter des tout petits ruisseaux. L'été 2022, le Rhin avait bien diminué aussi en termes de débit et de complètement. Ouais. Ok. Et c'est pour ça qu'on a lancé un gros travail au Treuil sur l'eau. Le partage de l'eau. Donc c'est un paysan qui nous l'a proposé donc en 2022 en disant, c'était avant l'été, donc il avait eu du nez, le collègue. Il nous a dit on pourra pas ne pas travailler sur le sujet de l'eau très très rapidement. Et il a demandé au Treuil, à l'association des Amis du Treuil, avec d'autres partenaires. Philippe y est aussi en tant que représentant d'autres associations, de FNE, il y en a d'autres aussi. L'idée, c'était de mettre en place un comité de travail pour réfléchir au partage de l'eau. Et donc, on est parti d'une page blanche, et pour une toute petite asso qui a pratiquement pas de salariés, donc beaucoup de bénévolat, de militantisme, on a réussi à faire en juin dernier un forum, un colloque qui a réuni quand même plus de 180 personnes avec plus d'une vingtaine d'intervenants. On a même mis une chaîne YouTube qui s'appelle Partage Eau 42. Donc tout a été filmé parce qu'on voulait aussi à un moment donné remettre les intervenants, les professionnels devant leurs responsabilités dans un an ou deux en disant en 2023 vous nous avez dit ça, où vous en êtes. Donc tout est filmé, tout est mis à disposition des citoyennes et des citoyens. Donc, et alors quelles sont les décisions sur le partage de l'eau ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets on a été un petit peu frustrant pour les collègues, les citoyennes et citoyens, parce qu'on a dit, la première étape, c'est d'abord d'écouter des témoignages. De quelques élus, pas beaucoup, de professionnels de tout secteur, d'associations, par exemple, président du syndicat des étangs de la Loire, la fédération de pêche ou de chasse, des industriels, les golfs. Ça, c'est un gros sujet, parce que là, c'était intéressant ce qu'il disait, parce qu'on se dit, c'est les vilains, là, les golfs, puis on s'aperçoit qu'il y a 1600 golfs en France qui arrosent une partie, et il y a plus de 70 000 terrains de foot en France, où là, tout le monde arrose tout, sans que ça pose problème. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'était le premier colloque, on écoute, et après, on met en place, et ce qu'on est en train de travailler, toute une démarche pour associer les citoyens dans des groupes de travail dans l'année qui vient, pour avoir un deuxième colloque l'année prochaine, où là, cette fois, il y aura certes des intervenants professionnels, mais ils vont parler aussi avec des représentants de groupes qui auront travaillé tout au long de l'année. Donc pour l'instant, on écoute, mais il n'y a pas eu encore de décision commune avec des actions concrètes sur le terrain pour se répartir l'eau, enfin une stratégie. Non, c'était surtout pas le but dans un premier temps. D'accord. Entre guillemets, on entend les gros titres, ou du moins on lit les gros titres, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu, etc. Il faut l'éviter, cette guerre de l'eau. Il faut
faut que les gens se rencontrent, se parlent, qu'on comprenne les problèmes de chacun, qu'on voit les solutions, mais elles ne sont pas faciles parce qu'il y a une grande difficulté qui va demeurer et il fallait y aller progressivement. Donc là, l'autre aspect qui est pas important, et c'est aussi le rôle du forum, c'est quelle est la place des citoyens. Parce que des instances qui s'occupent de l'eau, il y en a plein, d'État, local, avec des élus, etc. C'est en général assez fermé. Les citoyens ont des fois une association qui représente, mais par rapport à d'autres instances. Et l'idée de se dire, donnons aux gens l'envie de s'intéresser à l'eau, au-delà de combien ils payent leur facture, parce que le problème, il est plus important que le prix de la facture d'eau. Il est sur l'usage de l'eau à terme, dans tous ses aspects. Et faire un forum citoyen, ça veut dire donner les éléments de compréhension en disant, vous allez voir, vous pouvez interroger, vous pouvez écouter, et après, on va avancer, parce que le sujet est suffisamment essentiel pour qu'il faille y passer un peu de temps. On ne peut pas, sur une journée ou 2 journées, imaginer des solutions qui soient même locales et qui soient pérennes. On regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Il y a un travail d'enquête, il y a des territoires qui étaient déjà en difficulté, qui ont trouvé, non pas des solutions, mais qui ont un petit peu avancé. Donc c'est un regard ouvert qui permet de se dire, là ils ont fait comme ça. Je prends la biovallée de la Drôme par exemple. Ils avaient déjà dans la Drôme une situation difficile et ils ont géré à leur niveau. Mais ce qui a été fait là-bas n'est pas forcément reproductible partout. Parce que nous, on a le maïs qui est quand même une culture dominante dans la Loire. On ne peut pas faire la même chose. Donc on regarde un petit peu tout ça et surtout, on réfléchit à la place du citoyen et à donner les clés ou donner envie de s'impliquer parce que ça permettra à la fois quand il y aura des décisions importantes prises par les politiques que les gens les comprennent mieux. En fait, ils ont presque intérêt à dire si on a des gens qui ont compris l'importance de la chose, on comprend pourquoi on va faire un gros effort pour la qualité du réseau, on comprend pourquoi on va interdire l'accès à certaines zones parce que c'est des zones de captage et il faut que l'eau soit pas souillée. Donc toutes ces choses-là remettent le citoyen davantage sur le sujet de l'eau parce que c'est fondamental. Hein. On pourrait partir de cette notion-là d'ailleurs. Les civilisations sont construites au bord des rivières, autour de la fontaine c'était le point de rassemblement. J'ai l'impression qu'on peut revenir à ça, non pas à la fontaine, mais à s'intéresser à l'eau et en faire un sujet plus important qu'il n'était, compte tenu des difficultés présentes et à venir sur cette thématique. Et les témoignages ont permis peut-être de remonter aussi quelques bonnes pratiques qui pourraient inspirer certaines... Je crois que on a quand même vu d'abord sur les élus, on a eu des 2 élus de bords assez différents, donc c'est vrai qu'on a pu entendre des témoignages qui ne parlaient pas du même endroit, effectivement. Alors on a eu quelques interventions qui étaient la caricature, quoi. Donc certains, l'un des intervenants, en gros, est venu nous dire que tout allait bien, madame la marquise, et que les citoyens n'avaient pas leur place et que tout se passait très bien en préfecture et qu'il n'y a pas de raison que les citoyens viennent mettre leur nez là-dedans. Donc on a eu des exemples comme ça, mais aussi d'autres qui se posent vraiment des questions, y compris dans les aménagements. On avait le représentant d'un syndicat qui gère le canal dans la Loire, dans le centre, la plaine de la Loire, et ce canal sert à l'arrosage, à l'irrigation de beaucoup de fermes. Mais après, et c'est là que c'est intéressant parce que, y compris des paysans irrigants, y compris des gens qui étaient dans notre association, nous disaient en gros, si on veut se fâcher avec des paysans, ou les paysans se fâchent entre eux, on parle d'irrigants, on parle du partage de l'eau. On a appris par exemple que des paysans qui, il y a quelques dizaines d'années, n'avaient pas demandé à être connectés au canal, vous voyez les canalisations qui passaient sous leur terrain, mais ils n'avaient pas le droit de prendre de l'eau. Donc quelque part, on ne pourra peut-être pas continuer comme ça. Enfin, c'est assez provoquant pour ne pas dire plus, quoi. Voilà. Comment ça se passe aujourd'hui, le climat, justement, alors pas le climat qui se réchauffe, qui se dérègle, mais le climat social entre les exploitants agricoles, chimiques, industriels et l'agriculteur paysan qui, lui, compose avec les moyens qu'il a et avec son éthique est-ce que, ça discute un peu de temps en temps quand même, où ils se regardent en chien de faïence à ce qu'il y ait une meilleure connaissance déjà des forages par exemple et des quantités de pompage. Parce que quand on dit il y a un forage là, oui, mais combien il pompe? Donc des fois il n'y a pas de compteur. Donc quel est le sens de ça? Donc il y a un travail fait par les services de l'État aussi, d'identifier tous les prélèvements en localisation et en quantification. Parce que si on ne sait pas combien on prend à tel endroit, on ne sait pas de combien on prive la rivière de mètres cubes, et puis on ne sait pas ce qui pourrait se passer s'il y avait telle ou telle autre organisation. Donc ça, c'est un travail un peu de fourmi, avec forcément un voile qui est
mis par certains, ah ben non, ça a toujours été comme ça, ou j'ai pas ça. Et puis ça peut être conflictuel là aussi, parce que si on vient contrôler, alors votre compteur il fonctionne, voyons voir ce qu'il en est qu'il est plombé. Enfin là, il y a je ne vais pas employer un terme corse là-dessus, mais il y a une volonté d'aller doucement dans la révélation de qui consomme quoi. Et puis, effectivement, avec des aspects juridiques assez étonnants, des gens qui sont au bord de la même ressource, qui, pour un moment donné, n'ont pas demandé à la prendre et qui maintenant ne peuvent plus la prendre alors que le voisin l'a. Ça, c'est difficile à comprendre. Donc, il va falloir remettre à plat tout ça. Alors, il y a des associations. Il y a des associations qui sont des associations locales qui s'occupent de gérer ça. C'est un petit peu comme dans Pagnol. Là, il y avait la clé et puis les vannes qu'on ouvrait. Il y a un petit peu ça, qui sont des systèmes, je dirais, surannés. Il faut remettre les choses à plat et puis il faut regarder quels sont les besoins des cultures et puis peut-être changer. Alors ça, c'est les agriculteurs qui vont le dire. Changer les approches avec les moments dans l'année où on fait telle ou telle culture, parce qu'on sait bien qu'en juillet et août, c'est là qu'il y a le moins d'eau, et c'est les modèles agricoles, même s'ils sont encore trop industriels selon beaucoup de regards, il faut quand même eux, qu'ils s'adaptent à ces saisonnalités différentes, quoi. C'est difficile, mais il y a besoin de... Alors les services de l'État avancent, mais avancent doucement. Il faut dire qu'ils ont compris qu'il y avait quand même des choses à faire, mais il ne faut pas brusquer la machine parce que beaucoup de gens sont impliqués dans le monde agricole et avec le respect qu'on leur doit, si on veut les faire bouger, il faut y aller doucement. Quelqu'un disait, moi je veux bien toutes les solutions, mais je ne veux pas qu'on prenne de mon salaire. C'était un irrigant qui disait ça. Donc si on lui dit, non, tu n'auras plus de ressources, il faut voir quelles ressources il peut avoir, comment il peut évoluer, il y a un accompagnement à faire. Plutôt que de mettre des millions dans les bassines, il faut peut-être mettre des millions dans un accompagnement vers d'autres cultures en prenant en compte la question de l'eau qui est définitivement à revoir dans les usages. Dans le cadre du forum, on a eu l'intervention de Serge Zaka, donc qui est, tu connais, donc agroclimatologue, donc il nous a fait une vidéo de 18 minutes qu'on voit en ligne, c'est gratuit sur le site Partageau, la chaîne YouTube Partageau. Donc il nous a fait une projection sur 2050 et 2100. C'est extrêmement intéressant. D'abord, il y a des idées reçues. D'abord, il nous dit, contrairement à ce qu'on peut imaginer, dans les prochaines dizaines d'années, il y aura un peu plus d'eau dans la Loire, mais pas au même moment. Il y en aura parce que ça va tomber un peu plus l'hiver, mais par contre, c'est l'été que ça va manquer cruellement. Et à partir de là, il se projette sur ce qui va se passer pour le maïs, pour le blé, pour les animaux, pour les prairies. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Et il met en avant le fait, comme le dit Philippe, qu'il faut commencer à anticiper la mutation de l'agriculture. Il nous montre une carte où on voit ce qu'on appelle la zone méditerranéenne qui est rouge, qui est en bas, et progressivement, elle monte. Et dans les 2050-2100, la Loire sera dans la zone méditerranéenne. Donc des arbres qui poussaient habituellement, des plantes qui poussaient, ne pourront plus pousser. Et lui nous dit c'est une mutation dans l'agriculture, c'est avec l'aide de l'État, c'est au moins une quinzaine d'années. Voilà, donc il faut prendre très en amont le fait de réfléchir à ce qu'on va planter dans les prochaines années. Je sais qu'il y a des Bretons qui commencent à tester commencent à tester certains cépages de la Loire, ou le Bordelais remonte aussi. Enfin, on a et aujourd'hui, quand on veut justement anticiper et se projeter dans l'avenir, entre les essences qui ont toujours été là et les espèces végétales qu'il faudrait planter pour anticiper, c'est pas évident aujourd'hui Les Anglais se préparent depuis plusieurs années au fait que les vignes qui actuellement sont dans le Bordelais seront en Angleterre. La remontée. Donc il faudra peut-être penser, y compris dans le Bordelais, de quoi ils vont vivre, comment ils vont pouvoir faire face. Donc, et le degré d'alcoolémie sur certains aussi vignobles plutôt côté sud-est deviennent trop importants. C'est un vrai problème pour les viticulteurs. Bien sûr. Y compris d'ailleurs dans des petites fermes. Nous, on en a dans notre réseau. C'est des petites fermes paysannes et autres. Et le problème de l'alcool que tu soulignes est une vraie difficulté. Alors, c'est pas toujours annoncé sur les bouteilles, mais il y en a qui sont à 15 degrés, 14-15 degrés, alors qu'on annonce encore 12,5, 13. On triche sur les étiquettes. Les étiquettes, elles ont été imprimées il y a quelques temps. Puis après, il y a des règles. Donc après, dans certains cas, c'est pas toujours... Ok. Pour en revenir au ver de terre, parce que Philippe, tu disais tout à l'heure, tu en parlais, j'ai évoqué Uber Eats. Moi, je sais aujourd'hui, il y a des personnes qui essaient de sensibiliser justement les agriculteurs qui sont sur les grandes exploitations et qui mettent tout ce qu'il ne faudrait pas dans les sols, les intrants chimiques, à justement redécouvrir c'est quoi un sol vivant.
moi je sais que je connais quelqu'un qui fait partie, je crois, de la police de l'environnement, et qui concrètement sur le territoire amène certains agriculteurs intensifs à aller voir ce qu'est un sol vivant et à prendre conscience de toute la vie qu'il y a dans un sol vivant par rapport à leurs sols qui sont complètement secs. Ça peut avoir un certain impact quand et ce qui est incroyable, c'est que ces personnes sont quelquefois très très loin d'imaginer qu'un sol, c'est pas le sol qu'ils ont dans leur champ, quoi, un vrai sol. La question aussi, c'est celle de la formation des jeunes agriculteurs. Dans les lycées, on a été sur un modèle qui était le modèle productiviste. C'est en train un petit peu de changer, mais le temps que ces jeunes arrivent aux affaires, si leur père leur laisse pas un petit peu la conduite et si la transition ne se fait pas dans ce sens-là, ça va être trop long pour que ce soit efficace. Donc pour toi, ça a changé déjà dans l'enseignement? Alors, oui, je connais pas le détail, mais effectivement, il y a des approches. Bon, par exemple, il y a des lycées maintenant où il y a des choses qui changent, mais il y a une pesanteur quand même encore importante avec des modèles qui sont des modèles développer la production, sachant aussi, sans rentrer dans les détails, qu'il y a un problème économique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on produit plus qu'on va gagner plus. Si on produit plus mais que le prix baisse, on s'est forcé à faire plus de travaux, on a des fermes plus grandes, on a des crédits importants, mais on ne gagne pas plus. C'est le problème, par exemple, de la Bretagne, qui a une agriculture catastrophique, avec des gens qui ont fait des extensions d'exploitation, mais ils ont vu baisser le prix de leur production, donc ils n'ont rien gagné de plus. Ils ont beaucoup travaillé. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont qui ont donné des crédits, qui ont vendu des machines ou qui ont construit des bâtiments, qui de fait n'ont pas enrichi l'agriculteur, mais comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, qui l'ont asservi encore plus parce que le gars, il a 200 000 euros de crédit sur le dos, il faut qu'il soit à la manœuvre. Et puis il y a des idées reçues sur les rendements. On parle toujours de grandes exploitations pour démultiplier les rendements, alors qu'on s'aperçoit que justement sur de petites parcelles en permaculture, c'est aussi la ferme du Bec et Loin qui en parle beaucoup, mais on peut arriver à des rendements extraordinaires en jouant sur les polycultures, en jouant sur la symbiose finalement. Sur exactement la présence de plantes. Exactement. Et ça fait partie à nouveau des choses qui sont méconnues par rapport au récit dominant. Mais pour répondre à la question tout à l'heure, comment ça se passe entre l'agriculture dominante, comme on dit, et l'autre, ça se passe pas bien. Je veux dire, c'est, moi j'ai vu dans le modèle dominant, ils tiennent tout, ils tiennent le ministère, ils tiennent toutes les chambres d'agriculture, ils tiennent tous les lieux. Les grandes coopératives qui ont été créées après-guerre, une bonne partie sont devenues des outils capitalistes, dont une partie de l'argent part au Luxembourg ou ailleurs. Donc les vraies coopératives, il y en a plus beaucoup. Donc ça veut dire que tout l'écosystème de l'agriculture est complètement perverti. Donc, et ceux qui sont dans ce modèle-là, ils peuvent pas ou ils veulent pas changer d'un coup. Donc ils considèrent que les petits de l'agriculture paysanne, c'est des rigolos. Ils sont d'ailleurs minoritaires. Hein. Le syndicat fait en moyenne 20% en France. Donc les autres, la FNSEA dit nous on a la majorité. Alors quelle est la proportion justement aujourd'hui? Quels sont les principaux syndicats? Donc il y a la FNSEA, il y a la Confédération paysanne, il y en a d'autres. Il y a les jeunes agriculteurs qui est assez proche de la fédération, de la FNSEA. Voilà, il y en a d'autres que je connais pas dans la Loire. Donc, et la FNSEA, quelle est aujourd'hui la proportion de l'impact de la FNSEA aujourd'hui? C'est le syndicat majoritaire, mais ça représente 50, 60, 70%. En tout cas, en France, toutes les chambres d'agriculture, en gros, ont été gagnées par les syndicats de l'agriculture industrielle. Qui profitent en plus des aides de la PAC, qui profitent Absolument, c'est ça. Les comptables ont un très grand rôle dans l'agriculture. Ils peuvent dire, fonction des subventions et des aides, ce qu'il faudra planter, alors qu'on va partir des besoins et de ce que peut faire la terre, et non pas l'inverse. Et quand on parle effectivement de grande exploitation, le président de la FNSEA a 700 hectares, il produit essentiellement pour le sieur. Il a un client, c'est le sieur, donc c'est plutôt ce qu'on appelle des agro-industriels que des agriculteurs, parce que à ce stade-là, la diversification qui était le modèle intéressant et équilibré, il y en a plus. Il y a vraiment des spécificités où quand on se promène même dans l'Allier, on voit les sortes de blé qui sont déjà destinées aux marchands de brioche. Il y a le Jacquet, il y a tout ça. C'est vraiment extrêmement sélectionné. Et les gens sont tributaires des semences qu'ils achètent, du rendement qu'il faut obtenir et du bon vouloir de l'achat. Parce qu'ici, ça marche moins bien. On dit on va baisser le prix. C'est vraiment très, très inquiétant, ce modèle agricole. Ok. Et alors, quelle est votre position par rapport au soulèvement de la terre, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître à Sainte-Soline 2 années de suite, avec la répression et la violence policière ahurissante il y a quelques mois, c'était en mars je crois.
quelque chose que vous soutenez, j'imagine, évidemment, dans l'association. On a plein de collègues qui sont dans les associations, dans les groupes locaux les soulèvements de la Terre. Mais après, là aussi, il y a quand même tout un écosystème militant et associatif, ce qui fait qu'il y a des connexions, des coopérations entre des mouvements qui n'interviennent pas toujours de la même manière. On l'a vu à Sainte-Soline, d'ailleurs. Il y a des organismes qui sont pas pour la violence, d'autres qui sont plus qui vont plus aller à accrocher les chantiers et autres. Donc, et tout le monde dit, quoi qu'il en soit, on ne pourra réussir à faire bouger les choses que s'il y a une véritable alliance. Il ne faut pas dire il n'y a qu'un modèle de lutte, et il faut dire il est indispensable de travailler ensemble, et certains vont faire plutôt tel choix d'intervention, d'autres un autre, mais à un moment donné, si ça se connecte, si ça travaille ensemble, ça peut aussi permettre de faire le travail. Nous, c'est typiquement ce qu'on essaye de faire sur le treuil. Je veux dire, on a, dès le début, je t'ai dit tout à l'heure les 3 piliers finalement de notre action, mais du début, on a dit c'est une alliance. C'est une alliance parce que c'est très très pervers, très pernicieux que de laisser des paysans de moins en moins nombreux en France porter toute la charge réelle, la charge financière, la charge vivante, la charge mentale de scoltiner l'agriculture de demain. Donc si on est à moins de 3% de population agricole, ça veut dire que si les 97% qui dépendent quand même de l'agriculture pour manger ne se sentent pas un petit peu en capacité ou ne veulent pas aider les paysans, ça ne pourra pas fonctionner. Donc quand on parle d'alliance, oui, c'est vraiment la nécessité d'aider, de partager, de coopérer pour faire avancer le schmilblick. Et on sait que les futurs paysans viennent du milieu non paysan, comme on le disait tout à l'heure. Ça veut dire que derrière, il faut qu'ils se préparent aussi à pouvoir rejoindre la terre, soit sous forme de salariés dans un premier temps, sous forme de fermage, d'achat de terre ensuite, mais voilà, il faudra quoi qu'il en soit y passer si on veut manger demain. Après, ce qu'on observe quand même avec les soulèvements de la terre, c'est que on a une action qui gagne en radicalité, clairement. Tu parlais de violence, de non-violence. Moi, j'en discutais avec Alain Damasio, qui est très engagé, qui est l'un des porte-parole aussi des soulèvements de la terre, et qui me disait à quel point ce mot désarmement avait permis aussi de faire sauter des verrous, puisque le sabotage s'était vu et considéré par beaucoup de militantes et militants écolos et de mouvements associés évidemment comme quelque chose d'absolument inconcevable, alors que le désarmement, ça déplace un petit peu mais même le rapport que l'on a finalement, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce soit les méga-bassines, que ce soit les grands chantiers qui sont qualifiés d'inutiles, et très justement, que l'on a des armes de guerre qui détruisent le vivant et qui sont protégées par des CRS, par des gendarmes, avec un arsenal, et la justice a un arsenal ahurissant. Donc il faut aussi peut-être rétablir ce que l'on entend par violence. Moi j'ai toujours fait la différence entre la violence qui touche à l'intégrité physique d'une personne et la violence qui touche des biens matériels. Alors surtout quand ces biens matériels sont des armes de guerre qui détruisent et concourent à l'anéantissement du vivant, il y a un moment donné, la violence, il va falloir quand même qu'on s'attaque aussi à ces outils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Moi, je crois qu'il y a aussi l'accès à l'information. Ouais. Parce que souvent, les projets mûrissent un petit peu en catimini, dans des cercles, et puis après, on nous présente, ça y est, c'est fait, ça va être profitable au territoire, et ça va créer de l'emploi, etc. Et c'est très difficile souvent d'avoir très en amont ce qui se trame. Et c'est aussi l'importance de tous ces réseaux qui sont à l'affût de toutes les informations qui peuvent être utiles pour se dire « Attends, il faut réagir » parce qu'une fois que les choses sont très lancées, effectivement, on n'est plus dans l'affrontement puisqu'il y en a qui s'est fait avec tout ce qui est fait, etc. On ne peut pas arrêter, vous vous rendez compte, avec tous les travaux, vous allez tout casser. Voilà. Donc toi, tu es plutôt pour la ZAD que pour le désarmement une fois que c'est en place? Je suis plutôt pour le fait qu'on soit en veille un peu partout, en disant, tiens, qu'est-ce qui se prépare, qui a eu cette information, et voir ce qui peut se passer. Je vais prendre un exemple tout récent. J'ai eu aujourd'hui une information sur des prospections sur un territoire de l'Allier, enfin le long de l'Allier, sur du lithium et de l'hydrogène solide.
Le lithium, on en a besoin, il en faudra, etc. Mais il y a une enquête publique qui vient très vite. Et quand on lit le document, on lit qu'une fois qu'ils auront le permis, ils feront une information au public. C'est ahurissant. On devrait dire, sans aller trop dans le détail, mais on fait d'abord une information publique sur ce qui se prépare. Et là, c'est la machine inverse. On va faire la préparation, on va obtenir l'accord des services de l'État, et quand on aura l'accord, on ira en parler aux gens qui habitent sur le territoire. Et même, d'ailleurs, ça concerne plus que le territoire, parce que si on parle de l'eau, puisque ça c'est la question, on va prendre du lithium dans l'eau, parce que paraît-il, il y en aurait. C'est pas normal de faire comme ça. Il faut d'abord, chaque fois qu'on a un sujet important qui va modifier l'écosystème, qui va modifier le système hydrologique, dire on a l'intention de faire ça, et on voudrait en parler avec les gens que ça intéresse pour présenter le projet. Voilà, ça c'est typiquement une forme de violence, de dire on prépare tout avec une vitesse assez grande, il faut répondre une enquête publique avant lundi, etc. Et on a un document de 340 pages, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, 340 pages de documents, je n'ai pas tout lu, et il fallait avoir un avis. Donc on zappe assez vite, on va regarder sur les mesures et on réagit. Mais le fond, c'est que la concertation, la transparence par rapport au public, elle est absente. Et ça, je dirais, c'est une forme de violence de dire on prépare ça et puis quand c'est prêt, on vous le dira et venez pas freiner la chose parce que quand même, on a besoin de ça et il faut faire. Après, tu sais, moi j'ai vécu le grand contournement ouest à Strasbourg, qui était un lot de compensation après l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, justement, puisque c'était Arcos, une filiale de Vinci. Et ça, bon, on en a beaucoup moins parlé que Notre-Dame-des-Landes, mais c'était aussi un projet qui avait été enterré dans les années 80-90, qui d'un coup refait surface, qui aujourd'hui est complètement désert, parce qu'aucun, évidemment, des habitants du coin ne l'utilise, parce qu'il doit payer en plus, alors que, et on va jusqu'à avoir des panneaux qui indiquent Strasbourg pour emprunter le GCO, alors qu'on n'a plus Strasbourg sur l'axe classique historique, quoi. C'est complètement incroyable. Et alors du coup, je suis en train d'oublier ce que j'allais te demander. Sur la transparence de l'information. Oui, sur la transparence de l'information, c'est que le GCO, on avait énormément d'études qui, sur le grand hamster d'Alsace, sur tous les impacts, sur les bouts de forêt, enfin, pour ne pas dire des parts entières de forêt qui ont disparu à Kolbsheim, enfin, sur tout le tracé du GCO. Et malgré toutes les études, je crois une vingtaine d'études sur le GCO, qui allaient à l'encontre du projet, elles ont été totalement ignorées. Alors c'est essentiel évidemment d'être prévenu en amont, mais même quand le travail est soi-disant fait, d'information, d'études, d'analyse, il n'est absolument pas respecté derrière. Enfin, c'est complètement dingue. Donc aujourd'hui, on est sur des grands chantiers qui, quand ils ne se font pas à un endroit, se font finalement ailleurs. Et puis le lithium, c'est intéressant aussi parce que moi, vous connaissez sans doute Philippe Biwix qui parle beaucoup de l'énergie, des low-tech, mais aussi évidemment des métaux rares. Moi, je sais que dans les années 90, fin du siècle dernier, on avait découvert des métaux rares en France. On a préféré délocaliser l'exploitation de ces métaux rares parce que évidemment, ça avait un impact, notamment en termes de pollution gravissime, sur les rivières, sur les sols et autres. Et là, maintenant, aujourd'hui, alors que les choses commencent peut-être à se tendre au niveau mondial, et ça, je l'ai déjà entendu, effectivement, et tu en parles à ton tour, on pense aller chercher du lithium en France. Donc, c'est intéressant de voir que maintenant, on se dit, tiens, il y a peut-être moyen A. Et là où on essayait de mettre loin, finalement, cette pollution, aujourd'hui, on est peut-être obligé, si tant est évidemment qu'on s'inscrive dans la poursuite d'un monde hyper technologique, et d'un modèle hyper technologique, d'aller extraire du lithium en France. C'est là. Mais l'exemple vient d'eux. Tu parlais tout à l'heure de celui qui est tout en haut. Enfin, je veux dire, on se rappelle que le plan enfin pas le plan, mais l'annonce de nouveaux EPR a été fait avant que le Parlement ait fait quoi que ce soit, avant qu'EDF ait eu le temps de s'emparer de ça. Enfin, je veux dire, ça a été le fait du prince. On comme la 5G. Il va y avoir le 6 ou 12, ou on ne sait même pas combien d'EPR. On sait comment ils fonctionnent pour l'instant. Et voilà, ça a été décidé par un homme. Alors qu'à Flamanville, ça ne marche toujours pas. Tout à fait. C'est complètement délirant. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez évoquer ? Peut-être sur, on en a parlé quand même rapidement tout à l'heure, mais sur la perte de ces fermes, donc une par heure depuis quelques années. Il y a ce chiffre aussi de la Confédération paysanne sur 1 million de
demandes, enfin de besoins qu'il faudrait créer, mais on est peut-être même bien au-delà demain. Moi, j'avais lu avec grand intérêt, et c'est grâce à cette étude que j'ai découvert le concept de biorégion, même si aujourd'hui j'en sais beaucoup plus, mais une étude de l'Institut Momentum sur le Grand Paris en 2050, après un effondrement civilisationnel, où Yves Cochet, Benoît Thévard et Agnès Sinaï ont imaginé comment l'Île-de-France pourrait évoluer. Et je crois que c'est 12 millions d'habitants aujourd'hui sur l'Île-de-France, ils imaginaient qu'en 2050, on serait plus qu'à 6 millions, et sur ces 6 millions, il y aurait 1 à 2 millions, voire 3 millions de personnes qui devraient mettre la main à la terre. C'est-à-dire que 1 million directement en tant qu'activité principale, mais jusqu'à 3, c'est-à-dire la moitié de la population de l'Île-de-France en 2050, qui serait contrainte de cultiver son potager pour manger. Donc on est vraiment aujourd'hui, alors là, quand tu parles de 3% tout à l'heure, demain, on sera bien plus nombreux à remettre les mains dans la terre. Sinon, on ne mangera pas. Sinon, on ne mangera pas. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, on a parlé très brièvement des projets alimentaires territoriaux, donc les PAT qui permettent à des métropoles de réfléchir autour. Alors c'est un petit peu révolutionnaire quelque part, parce que c'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'on parle d'agriculture et d'alimentation ensemble, alors que jusqu'à maintenant c'était strictement compartimenté, très très volontairement. Et quand on a pu travailler les uns les autres dans les intercommunalités, c'est toujours intéressant de revoir l'histoire ancienne. Au 19e siècle, par exemple, il n'y a pas d'intercommunalité, mais les grandes villes, c'était se poser la question de comment on nourrit ses habitants faisait partie du privilège, d'action que faisaient ces grandes villes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la télé, il y avait les trams, il n'y avait pas des tas de choses, on ne faisait pas venir de la nourriture de l'autre bout de la terre. Les villes avaient des ceintures vertes. Voilà, c'est ça, il y a eu des ceintures vertes, et la région parisienne en était un bon exemple. Il y a eu toute une zone qui permettait de nourrir la ville. Et à l'époque, on nourrissait, les réserves alimentaires et ce qui était produit autour permettaient de nourrir la capitale de l'époque, quand même pendant un nombre de jours relativement conséquent. Je crois que maintenant c'est 1 jour et demi, donc ça veut dire que si, comme pendant le Covid, si on coupe les camions, les trains ou autres, on vide les magasins, les frigos, puis on se demande au bout d'1 jour et demi, 2 jours, 3 jours, comment on va manger après. Donc mais toi, c'était vraiment à un moment donné, après la guerre, c'est devenu un sujet régalien, l'agriculture, et l'alimentation a été totalement dissociée de l'agriculture. Donc, et c'était très volontaire. On a promis aux paysans, tu nourriras le monde. Et l'idée, c'était de faire de la nourriture pas chère, de plus en plus, pour que les gens puissent manger pas cher, et puis aller travailler. Donc, il fallait qu'il y ait moins de paysans dans les fermes. Donc, c'était vraiment un système qui a été lancé, pas qu'en France. L'Europe n'a fait que continuer cette politique. Mais on est vraiment dans un système où, très, très volontairement, on a séparé l'agriculture et l'alimentation. Et encore actuellement, si on rencontre une chambre d'agriculture ou le syndicat dominant ou d'autres, on leur dit qu'on a peut-être quelques idées, mais on nous dit mais c'est pas votre problème, quoi. En gros, laissez-nous faire, on sait faire l'agriculture, alors même que l'agriculture produit de la nourriture, et c'est vraiment un projet sociétal, quoi, un sujet sociétal. Je ne sais pas si vous avez vu tous les deux ce film, enfin moi c'est un documentaire qui est un réel coup de cœur pour moi, L'homme a mangé la terre. L'homme a mangé la terre de Jean-Pierre Vialet, je crois, qui se base sur l'ère anthropocène, alors l'âge de l'anthropocène, je ne sais plus exactement le titre du bouquin, et c'est un documentaire qui présente l'histoire de l'énergie, du charbon au nucléaire, avec notamment les 2 guerres mondiales, et comment, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, tout l'arsenal qui a été déployé pendant la guerre a été recyclé dans l'agriculture. Que ce soit les chars qui ont pu donner les tracteurs, les barbelés, les clôtures, et puis surtout la chimie qui avait été utilisée dans les camps et ailleurs, qui s'est retrouvée dans les sols. Non mais c'est incroyable ce que l'on a créé. Et avec en plus le prétexte qu'on avait manqué du fait du rationnement pendant la guerre et qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller, et puis pas cher et manger. Donc voilà, puis avec les problèmes de santé, évidemment, quoi. Mais on est... Tout à l'heure, je fais un petit lien avec, on a parlé du comité de pilotage
pilotage qui porte la politique de l'eau, au Treuil, donc le projet, enfin ce qui a été fait et ce qu'on veut faire l'année prochaine. Et un des bénévoles, un des responsables d'association qui est dans le comité de pilotage, qui a travaillé une bonne partie de sa vie dans le domaine de l'énergie, nous disait, mercredi ou mardi soir, peu importe, nous disait, en gros, le sujet de l'énergie, c'est plus le sujet du moment. Le sujet, c'est l'eau, comme le disait Philippe. Donc, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que c'est réglé, l'énergie, mais voilà, il y a maintenant encore plus, ça va être encore plus dangereux, plus cruel dans certains cas. Enfin, je veux dire, il y a près d'1 milliard de population qui boit peu ou de l'eau sale, qui n'a pas accès à l'eau potable. Accès à l'eau potable. À l'eau potable et à des sanitaires et à un traitement de l'eau après. Bien sûr. Les problèmes de santé publique sont extrêmement graves dans beaucoup de territoires. Typhus, et ils pourraient le devenir en France. Je crois que c'est 30 à 40% de la population mondiale qui n'a pas accès direct à l'eau potable. Il y a même des pays, alors ça c'est aussi d'autres délires, mais on pourrait en parler, parce que pendant la sécheresse, il y a quand même des grands industriels de l'eau comme Danone, Nestlé, qui peuvent encore pomper aussi dans les nappes pour mettre de l'eau en bouteille, alors que par ailleurs c'est compliqué. Au Mexique, il y a un endroit où je crois avec l'accord du gouvernement, c'est Coca-Cola qui peut pomper directement dans la nappe pour produire du coca, alors que tous les villages autour n'ont pas d'eau au robinet. Et donc on a des Mexicains qui sont obligés de boire du coca, qui deviennent obèses, alors que l'eau existe et que l'eau est... C'est l'euro. C'est la notion de bien commun qui est là. Donc, l'eau, la privatisation de l'eau, de quel titre, à quel droit ? Le droit à l'eau, il est bafoué dans certains territoires, alors que le droit à l'eau, il est consigné dans les textes européens. Bien sûr. Le droit à l'eau est un droit fondamental. Et à mon sens, c'est encore étonnant que pour l'instant, on n'en soit qu'à quelques actions fortes, comme celle des soulèvements, avec encore une fois la violence que l'on connaît. Il y a un moment donné où, tu parlais de guerre de l'eau, ça va devenir beaucoup plus vital de se battre pour l'eau que de se battre pour du pétrole ou de se battre pour des métaux. À un moment donné, l'eau, c'est autre chose. Enfin, moi, je pense que réellement, on va voir de... L'élu de Lyon, de la métropole de Lyon, qui est intervenue dans notre forum, donc c'était une élue écologique, elle nous rappelait, c'est une petite image, mais des fois, c'est bien de remettre les choses en perspective. Elle disait, on peut, si on ne respire pas, on meurt en 2, 3, 4 minutes. Si on ne boit pas, on va mourir en 3, 4 jours maximum, voire moins. Et puis, par contre, si on ne mange pas, on peut quand même tenir 40, 50 jours, même si on a bien maigri. Voilà, donc il y a des éléments vitaux. Bien sûr. Et l'eau en est un. Donc, clairement. Ouais. Mm-hmm. Et ça ne fait que très peu de temps qu'on en parle réellement, alors que ça semble juste évident, quoi. Ouais, tout à fait. Écoutez, je ne sais pas si on a fait le tour de la question. Je pense que c'est pas mal. On n'a pas fait le tour, mais on a abordé des éléments fondamentaux sur ces sujets. Très bien. Je voulais juste conclure en disant, parce que je sais que c'est un sujet qui est important pour toi aussi, c'est de dire le Treuil, mais beaucoup d'autres associations, mais en tout cas dans le projet du Treuil, l'aspect éducation populaire est important, tout simplement parce que Philippe disait, il faut vraiment que le public, les habitants, les citoyens, sa culture augmente en compétences, et ça a été la volonté dans notre forum Partageau, c'était de dire, on va peut-être pas leur demander tout de suite de faire des propositions, mais avant, il y a une phase d'imprégnation, d'information, de compréhension, et après, effectivement, parce qu'on n'est pas dans le yak à faucon, et l'outil de l'éducation populaire est quand même un outil extraordinairement important. Alors, il se pose toujours la question, à un moment donné, et c'est dialectique, je veux dire, les deux sont nécessaires. Certains pourraient nous dire, mais c'est l'État, qui doivent prendre les grandes décisions, c'est pas au public de faire les... Oui, c'est clair, mais après, et d'autres disent, oui, mais si on veut faire bouger à un moment donné, il faudra aussi que les citoyennes et les citoyens, à leur niveau, commencent à appréhender et à se mettre là-dedans. C'est pas par hasard qu'il y a quand même eu, alors c'est pour des raisons financières, mais je veux dire, la consommation électrique a baissé de 10% l'hiver dernier, tout simplement parce que là, les gens, ils n'avaient pas bien le choix, ils n'avaient plus l'argent pour ça, mais ça veut dire aussi que le levier de la compréhension et du changement des pratiques n'est pas la seule solution. Il y a le systémique est indispensable, sinon les élus vont nous amuser en disant mais faites l'effort, fermez les robinets, pissez dans la douche, vous avez réglé le problème. Évidemment que le systémique est indispensable, mais le systémique bougera s'il y a une volonté réelle de la population progressivement de faire muter les choses. Et c'est un enjeu absolument crucial et la population doit s'en emparer, clairement. Absolument. Merci à tous les deux. Merci Jean-Christophe.